Re-bienvenue à tous au projet Balado Constellation pour un univers intime positif, qui est une initiative du laboratoire d'études sur la violence et la sexualité de l'UQAM, qui est dirigé par Mylène Fernet. Donc, cette semaine, on est toujours dans la communication et la gestion des conflits. Justement, cette partie 2 du balado aborde la gestion des conflits dans les relations intimes. Dans le fond, je m'entretiens avec Aglaé, que vous avez rencontré la semaine dernière, et Ève, qui sont des personnes étudiantes du Cégep de Jonquière. On va adresser les différentes stratégies de gestion de conflits dans les relations intimes, mais on va aussi parler des sources de conflits les plus souvent rapportées par les jeunes adultes. Bonne écoute! Donc, on accueille avec grand plaisir Ève pour parler de la gestion des conflits dans les relations intimes. Ève, moi, j'aimerais ça que tu te présentes un petit peu, là, dans le fond, aux auditeurs, auditrices. Allô, je m'appelle Ève Proulx, j'ai 19 ans et j'étudie au Cégep de Jonquière en arts et technologies des médias, profil radio. Le meilleur médium, quoi. On adore la radio live. Ah oui. Puis, qu'est-ce qui t'intéresse, en fait, dans le fait de participer là, à cette discussion-là sur dans le cadre des VAX, finalement? Là? Je pense qu'on est beaucoup à se dire oui, je sais c'est quoi ou je sais environ c'est quoi, mais on est quand même un peu dans le déni ou dans le néant, peut-être. Il y a eu beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Ouais. Je veux dire, c'est pas pour rien que tu étudies, Mm-hmm. que tu as étudié là-dedans, puis que tu fais ce que tu fais. Ouais. Il y a des choses que tu as appris, c'est sûr. Ouais. Puis on est tellement jeunes, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important à partager et pouvoir aussi avoir des repères. Quand tu as l'opinion de quelqu'un d'autre sur OK, je sais pas, c'est normal que la personne ait fait ça, elle réagit comme ça. Mm-hmm. Ah, OK, non. Puis là, tu sais, tu as comme la vie des gens. Oui, exact. Ouais. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que ça se peut que ce soit sain des conflits dans une relation intime? Absolument. Ben oui. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Ouais. Ce serait quoi les raisons, en fait? Pourquoi ça serait sain? Puis pourquoi c'est sain? Mettons qu'on le fait là, approuver là, ici aujourd'hui autour de notre aucune table. On n'a pas de table, mais autour de cette discussion-là, là, c'est que oui, c'est sain. Puis pourquoi ça le serait? Déjà, premièrement, si tu es tout le temps d'accord avec l'autre personne, pour moi, il y a un problème. Oui, un problème, oui, c'est sûr. Mais je pense, comme Aglaé, je dirais aussi que ça prouve que tu es capable de communiquer. Mm-hmm. Puis que tu es capable de mettre ton point sur la table, puis d'être capable de dire ce que tu veux et ce que tu veux pas. Donc, c'est sûr que veux pas, ça va marcher avec la personne. Sinon, si tu parles pas, c'est sûr que ça va finir tôt ou tard, là, puis ça va mal se terminer parce que tu es là à pas communiquer. Fait que je pense que ça aussi. Puis est-ce que vous pensez que le manque de conflit pourrait finalement être un petit peu précurseur d'une violence relationnelle qui pourrait si on accumule, mettons, le fait de pas nommer les choses, est-ce que finalement le manque de conflit pourrait mener à des violences relationnelles? Pour moi, oui, parce que s'il n'y a pas de conflit, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui n'est pas assez à l'aise pour dire ce qu'il pense. Donc, c'est un peu comme de la pression ou des choses comme ça. Je sais pas ce que tu en penses, Ève, mais... Je suis d'accord. Je me dis aussi que la personne qui s'empêche de parler, ça va finir par exploser. Mm-hmm. Ou elle va juste finir par partir. Les personnes qui sont habituées tu sais, le mot runner-chaser, là. Le runner, il va juste partir sans rien dire. Mm-hmm. Puis après ça, c'est la personne, après ça, dans la relation qui a pu. Mm-hmm. Et comme j'ai dit, fait de quoi? Fait qu'elle va continuer de chase ou elle va juste tout le temps se poser des questions, c'est-tu moi le problème ou quand même, alors que c'est juste l'autre personne qui n'était pas capable de juste prendre le temps d'adresser son désaccord. Non, totalement. C'est nice que tu parles de ça, de chaser puis de runner, parce que, tu sais, on parle souvent dans les relations qu'il y a des enjeux liés à l'attachement, puis que de reconnaître son attachement aussi relationnel envers qui que ce soit. Hein. Puis il y a une autrice que j'ai beaucoup aimée dans un livre qui s'appelle Polysecure, donc qui est le premier livre sur l'attachement et une recherche vraiment dense sur le sentiment d'attachement, dans le fond, des personnes qui sont dans des configurations polyamoureuses. Elle, cette autrice-là, elle disait, tu sais, on a différents types d'attachements avec chaque
personnes qu'on va croiser dans notre vie, tu sais. Puis c'est pas qu'on a un attachement insécure et ambivalent comme avec tout le monde, si, machin, nanana. Il y a des gens qui vont avoir un rapport très insécure dans leur relation amoureuse versus amicale, familiale. Il y a comme pas de problème. Puis là, tu dis crime, tu sais, comme qu'est-ce qui se passe là-dedans, puis comme pourquoi. Mais c'est sûr que si quelqu'un fuit toujours versus l'autre personne qui essaie toujours de rattraper les coups, etc., on crée aussi un débalancement, tu sais. Un conflit, ce que moi j'entends de ce que vous dites aussi, c'est que c'est un face-à-face, dans le fond. Là. Il y a comme quelque chose assez horizontal. Là. C'est pas genre on est face-à-face puis on essaie de regarder ça ensemble puis c'est une discussion, finalement, un conflit. Des fois, un conflit, ça peut être juste... C'est pas... Parce que là, tu t'entends pas sur un point, c'est juste que tu parles pas. Si les deux personnes, c'est des personnes qui sont pas capables de communiquer, là, veut pas, ça crée aussi le conflit. Mais aussi, un conflit, il y a différentes formes de conflit, parce que des fois, un conflit, ça peut aussi être aucune parole, genre bouder. C'est tellement une forme de conflit qui est non constructive aussi. Et toxique. Ouais. C'est très nocif de faire le mur, qu'on appelle. Il y a vraiment comme des façons de remanier ça. D'ailleurs, il y a un auteur qui s'appelle John Gottman qui fait des études. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les langages d'amour, là. Oui. Bon, l'Institut Gottman a défini les langages d'amour, puis ils ont défini aussi qu'est-ce qui mettait énormément à risque les relations amoureuses, là, les divorces, les séparations, etc. Puis faire le mur et de bouder ou de pas nommer ou de peu importe comment on appelle ça, là, dans le fond, fuir la communication là, en shutdown total, c'est vraiment nocif pour les relations amoureuses et etc. Mais si une personne fait ça, il y a un antidote. Puis eux, ce qu'ils conseillent, dans le fond, c'est si vous êtes pas en mesure, si vous avez besoin de fuir une discussion, faites juste prendre un 15 minutes. Genre, séparez-vous, revenez ensemble. 15 minutes plus tard, est-ce qu'on est capable d'en parler maintenant? Puis est-ce qu'on est plus calme, puis etc. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment fascinant là, de voir que c'est un comportement, oui, nocif, mais qui peut engendrer plusieurs conflits. Puis des fois, c'est juste dans la pratique, la patente, qu'on finit par découvrir des nouveaux outils ou des nouvelles façons de faire. Ouais. Puis là, on parle de comportement nocif. Je pense aussi penser à ce que l'autre... Mettons, là, oh non, il doit savoir anyway, comment je me sens. Ouais. Fait que là, après, la personne va prendre pour acquis que l'autre sait comment, mais là, ça crée un conflit, veut pas. Ouais, mais c'est étrange, ça. Ça, c'est vraiment étrange, mais ça fait très humain. Hein? Ça fait très psychologie humaine. Là. C'est un fait, d'ailleurs, psychologique. Là. Les gens, les humains, ils pensent que tout le monde pense comme eux et elles ou ont le même, genre les mêmes schèmes de réflexion, par exemple. Mais on n'a pas les mêmes façons non plus de réfléchir, cogiter ces choses-là. Puis il n'y a aucune façon qu'une personne sache comment tu te sens. Puis on peut pas remettre ça non plus sur le dos, genre de sa partenaire ou ses amis, de dire comme, voyons, tu voir que genre tu m'as posé aucune question. Qu'est-ce que vous pensez de ça, la notion de responsabilité, justement, dans la communication des conflits? C'est comme prendre ses responsabilités, ça pourrait avoir l'air de quoi, mettons? Mais il y a des personnes qui sont moins avenantes là-dessus, donc je pense que j'ai des discussions comme ça où tu m'as pas posé de questions ou tu t'es pas intéressé. Je pense qu'il y a des personnes, en fait, c'est pas naturel aussi pour elles. Puis elles sont gênées de faire ça. Je pense qu'il faut pas en vouloir à ces personnes, justement, parce que ça les fait paniquer ou ils osent pas, ils sont trop gênés. Mais vas-y. D'un côté, là, ce que tu as dit, là, je pense que c'est aussi les personnes qui... si tu n'as pas aussi les mêmes valeurs, après ça, c'est que tu vas pas agir de la même manière tout le temps. Fait que vous allez tout le temps être en conflit. Il faut que tu aies un minimum, je pense. Tu sais, pour toi, c'est quoi le respect? Pour toi, c'est quoi te tromper? Pour toi, c'est quoi avoir un trop haut niveau de jalousie, mettons? Oui, je suis vraiment d'accord. Puis ça, c'est des discussions qu'on peut avoir si les gens sont mal à l'aise ou n'osent pas avoir cette communication-là en relation avec nous, tu sais, que ce soit en amitié ou peu importe quel type de relation, il y a effectivement quelque chose à se poser comme question dans le sens où, si toi, tu es en mesure d'échanger, est-ce qu'on veut pas essayer de créer justement des relations qui sont horizontales? Moi, dès qu'il y a un débalancement, genre en termes de comme
faciliter une discussion versus une autre personne qui n'est pas en mesure de le faire, ou quand tu es tout le temps la personne qui initie les discussions, je pense que ça peut devenir très lourd comme charge mentale, très pesant dans une relation. Puis je pense que ça peut être nommé de dire comme, écoute, moi, quand il y a des choses qui se passent dans notre relation, bien, j'aimerais ça quand même que tu prennes un petit peu plus de responsabilité, de revenir vers moi, de me dire les choses, machin, nanana. Malgré le fait que tu sois gêné, il y a plein de façons de communiquer, hein, ces conflits, mais aussi ces désaccords. On peut écrire à une personne, on peut texter la personne, on peut lui demander une pause, de dire « Écoute, moi, je te reviendrai 2 minutes après, là, je vais juste y penser. » Puis aussi, moi, il y a une des choses en relation intime, surtout amoureuse, où je suis comme... On dirait qu'on est tout ou rien. C'est soit qu'on rush les discussions qui sont difficiles, puis là, c'est comme voir que tu as besoin de temps pour réfléchir à X, Y, Z, quand au final, ben, quand quelqu'un dit « je vais aller y penser, je te reviens », c'est quand même un bon signe quand même, là, tu sais. Quand la personne te dit « je te reviens », puis là, si tu me pèses tout le temps sur le piton, de l'autre côté, c'est pas mieux. Fait que de pas communiquer, c'est aussi mauvais puis nocif que de toujours vouloir communiquer, de toujours vouloir activement communiquer, tu sais. Puis il y en a qui disent que la communication, c'est la clé. Mais je pense que communiquer, OK, oui, c'est important, mais de comprendre et après ça, réagir après ça à cette communication-là pour que ça fonctionne, puis t'ailles pas à recommuniquer ce besoin-là. Exact. Je pense que ça, c'est encore plus important. 100%. Est-ce qu'on se laisse l'espace dans la jeunesse actuelle de genre prendre le temps d'avoir ces discussions-là? Tu sais, comme est-ce qu'on a le langage pour comme adresser de façon saine les conflits, selon vous? Je pense que oui et non. Un grand oui pour justement, je pense que les gens s'écoutent, etc. Du moins au Québec, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus développé que dans d'autres pays. Ah ouais? Mais 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 je pense aussi que vu qu'on veut tout rapidement, ça aide pas non plus. Je sais très bien qu'il y a des relations qui se terminent parce que les gens ils ont pas attendu. C'est normal d'attendre, c'est normal de patienter, c'est normal d'être impatient, mais c'est normal de patienter aussi. Puis pensez-vous que c'est une lacune, genre des relations actuelles, justement, tu sais, les relations peut-être plus aussi numériques, là? De vouloir aller trop vite? Ben ouais, de l'immédiateté, là. Des mariages trop rapides parce qu'ils rêvent du mariage et puis qu'au final, c'est un divorce avant les 30 ans. C'est triste quand même, mais ça arrive. Mais qu'est-ce que ça prend pour se laisser le temps, selon vous? J'allais dire de s'écouter, mais si t'es une personne vraiment impulsive qui veut tout maintenant, c'est un peu contradictoire. Là. Tu y vas ou tu y vas pas. Mais je pense que c'est juste... accepter les défauts déjà. Ouais. Une fois que tu as accepté les défauts de la personne, tu sais que tu peux quand même faire pas mal de chemin aussi avec la personne. De pas idéaliser aussi les premiers mois. Tu sais, ils appellent ça la honeymoon phase. Idéalise pas tout. Il y en a qui vont juste regarder quelqu'un dans la rue. Ah, je vais obtenir son snap et je vais... Là, un petit allô, là, puis ça y est, l'idée de mariage, la ferme de 4 chiens à côté, c'est parti là, dans la tête. Oui. Mais je pense que c'est ça, de pas idéaliser aussi. Là. Moi, j'en ai un truc. Si on décide collectivement, parce que je pense que tous les êtres humains sont en relation, là, quelle que soit leur relation, que ce soit intime ou pas, là, si on veut se laisser du temps, il faut être capable de... Pas, le mot est très fort, là, souffrir. Pas souffrir au sens genre très difficile, mais je pense qu'il faut endurer physiquement ce que ça fait comme douleur. Pensez-y comment c'est pas le fun d'attendre. Comment c'est terrifiant d'attendre. Tu sais, qu'on soit des ados là, qui demandent à quelqu'un « Veux-tu venir au bal avec moi? » Puis sur Insta, mettons, puis que là, tu vois « Vu », tu sais, puis que la personne ne répond pas dans les 5 prochaines minutes, ça va commencer, nous, à notre époque, à pincer quelque part. Il y a comme quelque chose de très inconfortable. Puis moi, j'ai envie de dire, si on veut aller vers une gestion de conflit, une communication plus éclairante et éclairée, il faut être capable de vivre l'inconfort. Si on n'est pas en mesure de vivre l'inconfort, puis c'est dégueulasse, c'est terrible, ça fait mal,
je pense qu'on n'est pas là où il faut qu'on aille. Mais jusqu'à quel point? Parce que... Exact. Mais c'est surprenant parce qu'on accepte des vues qu'avec nos parents en général. Intéressant. Je pense que, alors qu'avec nos parents, on est habitué à avoir un vu, genre ils ont lu notre message, ils répondent plus tard, mais on n'accepte pas que ce soit des gens de notre génération qui le fassent, alors que dans le fond, c'est la même chose. C'est juste que... C'est quoi, on se dit que c'est parce qu'ils pensent différemment? Ouais, peut-être. Là, mais ils comprennent pas. Ton père met un point, tu vas pas dire « il est bête ». Il y en a qui met un point, puis t'es comme « rude ». Ouais, moi, ma mère met beaucoup de trop petits points. Il y a comme... Ouais. J'ai jamais trop compris, je pense. C'est la suite. C'est la suite? Oui. Mon père m'a dit que c'était une suite. J'ai pas fini de parler. Une réponse, toi, de ça. Ouais, ça me fascine. Moi, je pensais que c'était de la peur. Il était comme Ève, 3 petits points. Ouh, ouais, non, ça fait weird quand même. Oui. Ouais. Mais est-ce qu'on. C'est un bon point. Tu sais, si on sort d'une situation puis qu'on se projette dans un autre contexte relationnel, pourquoi ça change? Pourquoi on est capable avec telle personne? Pourquoi on n'est pas capable avec telle autre personne? Je pense que on a le même rapport et indulgence envers cette dite personne-là. Mais c'est comme tu as dit tout à l'heure, là, le fait d'analyser les autres. Ouais. Je pense que analyser ses parents, on l'a déjà fait quand on était jeune. On a déjà eu le temps de le faire, alors que nos relations amicales comme amoureuses, on n'a pas eu le même laps de temps de le faire. Donc, on n'y réfléchit pas de la même manière. Ouais. C'est aussi une personne qui t'intéresse au point, justement, de te stresser. Ouais. Ils vont avoir les mains moites parce qu'il s'en vient, puis t'es comme « Ah, OK, le cœur, il palpite. » Ouais. Mais tu sais, c'est pour ça. Ton père, tes parents te textent. Moi, j'ai pas le cœur qui palpite quand je vois mes parents. Je suis ça. contente de les voir. C'est un contexte différent. On espère avoir un bon... tu sais, un... Gratitude. Genre, je t'envie, c'est nice. Mais non, mais ça revient un peu à ce que tu disais, tu sais, tantôt sur le fait de pouvoir communiquer, puis de genre prendre comme le temps de communiquer les choses. Mais comme je dis, moi, c'est toujours l'enjeu que je vois avec les jeunes, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est ça, vous dites comme... Il faut communiquer, mettons. Puis là, vous faites dire communique. Mais clairement, il y a comme des lacunes sur OK, mais l'attente, l'écoute, la curiosité est aussi très important finalement dans la communication. Je pense qu'on parle souvent de l'émetteur, tu sais, mais comme. Le récepteur. Comme en fait, une des forces d'une personne qui communique, c'est une personne qui est en écoute active, qui pose des questions pour justement apprendre à connaître la personne. Si la personne elle a des difficultés communicationnelles verbales, parce qu'elle se perd dans ses idées quand elle est en conflit, puis elle vit des triggers, peut-être, on le sait pas, tu sais, mais il faut que tu comprennes d'où ça vient. Fait qu'il faut rester curieux, il faut apprendre à connaître les gens. Puis c'est ça qui pourrait finalement aider le genre la gestion des conflits, là. Oui. Mais oui. Ça serait quoi le monde idéal, le genre relationnel, selon vous, où les gens seraient en mesure de gérer leurs conflits? Ça ressemblerait à quoi? Un type, mettons, une histoire type, là, genre juste une discussion type, là, ça ressemblerait à quoi? Une gestion de conflit réussie, là, mettons. De la patience. OK. De l'écoute, ça, c'est le plus facile à dire, là, de l'écoute. Est-ce que le timbre de voix doit être très bas? Ou... le timbre de voix, c'est important, oui. C'est sûr que je vais pas me mettre à crier après quelqu'un. Oui. Idéalement, ça se prend pas très bien, sinon. Oui. Mais je pense que tout le monde n'est pas capable de contrôler ça. Moi, je sais que je suis pas capable de le contrôler. I get it. Je vais plus mettre un timbre de voix genre fort ou des choses comme ça pour plus donner mon opinion. Surtout quand je suis sûre de moi. Mais tu fais pas ça juste, mettons, exemple, pour... Tu fais pas juste ça pour la personne, une personne en particulier. Non. Tu sais, t'es toi-même. Ouais. Avec tout le monde. Mettons, les personnes qui te connaissent, on sait comment t'agis. Ouais. Fait à ce moment-là, je pense que selon moi, c'est moins pire ça que juste avec une seule personne que t'agis tout le temps méchamment, de manière forte. C'est ça, mais mettons qu'on revient dans un monde idéal. Quelqu'un dit « Hey, c'est too much, là. » Comme, par contre... niveau de moins. Dans un monde idéal d'une gestion de conflit ou d'un moment assez argumentatif là, relationnellement, tu te fais dire ça, c'est s'adapter aussi. S'adapter à la personne en face de toi. Exact. Je vais pas parler de la même manière. Si j'ai un conflit avec un prof, je vais pas le gérer de la même manière qu'avec un ami. Et juste s'adapter, je pense que c'est énorme dans un conflit de savoir s'adapter. That's it. Et pas se prendre pour acquis aussi. Ouais. Des fois, là, que ça soit avec des amis ou avec ton chum, ta blonde, peu importe, tu vas prendre pour acquis que la personne va toujours être là. Puis finalement, c'est juste que tu fais plus d'efforts dans cette relation-là, peu importe la relation que c'est.
Et là, ça fait juste... Puis là, c'est sûr, après ça, les conflits ils peuvent arriver ou ça fait juste planter direct. Vraiment d'accord. Merci vraiment pour ça, gang. Je pense qu'on est à une étape d'avoir un outil solide pour la gestion des conflits. Juste un petit rappel. En fait, les conflits les plus souvent rapportés en ordre chez les jeunes sont le contrôle et la jalousie. Donc, par exemple, quand le ou la partenaire parle à une autre personne, le manque de confiance envers son ou ses partenaires, la fréquence des contacts et des activités. On en parlait tantôt et je vous l'ai fait dire, on l'a dit. Fait que la fréquence des textos, le manque de temps, la volonté d'avoir plus de sorties. Le troisième, c'est les besoins et les attentes. Fait qu'on a une vision peut-être différente de c'est quoi une relation intime. Un désaccord sur la sexualité, par exemple, ça pourrait faire partie d'eux. Et quatrième, les habitudes de consommation. Fait que c'est la quatrième source de conflit. À voir, gang, mais continuons de s'y intéresser.